Salut à tous les membres de la Familia. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler des 3 raisons qui font que tu n'es pas rentable et en quoi le scanner corrige ces 3 erreurs et permet maintenant à de nombreuses personnes qui partagent leur performance d'atteindre des objectifs qu'ils n'auraient jamais pu atteindre sans l'aide du scanner. Donc on va commencer directement. Aujourd'hui on est vendredi 29, c'est le dernier jour de trading du mois vu qu'on arrive fin novembre. Et en ouvrant le scanner, il y a eu beaucoup d'opportunités et merci encore une fois à ceux qui partagent le fait de les avoir vus. Ça me montre que vous apprenez bien et merci encore plus à ceux qui partagent leurs performances. Vous vous reconnaîtrez et vous en arrivez à être de plus en plus nombreux à me partager les baskets que vous avez fait en profit, comment vous terminez le mois et les performances générales. Continuez de partager et je vais commencer à partager justement ces commentaires parce que pour moi c'est important de montrer que la communauté arrive à atteindre des objectifs. Donc la première erreur, je vais déjà énoncer ces 3 erreurs et puis à travers cette vidéo je vais t'expliquer justement en quoi le scanner corrige ces 3 erreurs. La première erreur, c'est tout simplement une mauvaise stratégie, une mauvaise analyse technique. Le deuxième problème, la deuxième erreur, manque de discipline. C'est-à-dire que même si on arrive par la suite à avoir une bonne stratégie, on n'arrive pas à être consistant. Et la troisième erreur qui est extrêmement importante également, c'est que même si par la suite on arrive à avoir une bonne stratégie, on arrive à avoir un peu de discipline, un peu de consistance, malheureusement, on n'a pas un bon money management, un bon risk management qui fait que finalement, on termine en perte. L'objectif, c'est pas d'avoir une bonne analyse. L'objectif, c'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de faire de l'argent, de terminer en profit. Donc, à travers cette vidéo, je vais te montrer comment on arrive à corriger très très rapidement et très facilement ces 3 erreurs. Premièrement, mauvaise stratégie. Je vais te dire clairement, on va parler cash. Il y a combien de livres je recommande également, ça fait partie justement de la littérature de trading. Je recommande à tout le monde de lire justement ces grands livres de trading, d'analyse technique, ces grands pavés. Moi-même, je les ai lus. Pourquoi? Parce que ça te permet d'avoir une bonne base, notamment de savoir quels sont les grands principes du trading, la théorie de dos, l'analyse technique, même comprendre même l'analyse fondamentale. Tous les fondamentaux sont très importants. Mais ça te permet également de savoir ce qu'il faut connaître et ce qu'il ne faut pas connaître, ce qu'il faut appliquer et ce qu'il ne faut pas appliquer. Combien de personnes partagent leur performance, partagent leur historique en vous parlant des Fibonacci, en vous parlant des figures chartistes, épaule, tête, épaule, butterfly, ABCD. Partagez vos performances, toutes les reversal patterns. Moi, il n'y a rien qui est ici utilisé qui n'a pas été prouvé par de la performance. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est une mentalité que j'appelle la mentalité du martial trader. C'est-à-dire que si quelqu'un va t'entraîner pour devenir boxeur, il ne va pas utiliser des principes qui sont beaux, il va utiliser des principes qui sont efficaces et qui, justement, font leurs preuves en combat. Eh bien, tout ce qu'on va parler aujourd'hui et tout ce que je parle dans toutes les vidéos d'ailleurs depuis la première, ce sont des choses avec un objectif d'être performant, un objectif d'être percutant dans les marchés, un objectif de mettre KO les graphiques et pas ton compte. Donc, on va commencer justement avec l'analyse technique. Une très grave erreur que je commettais, d'ailleurs toutes ces années, toutes ces évolutions, je ne les ai pas appris par l'expérience d'autres personnes, mais en premier et avant tout par ma propre expérience et mes propres échecs qui maintenant commencent à s'accumuler à plus de 15 ans d'expérience. Donc au départ, l'une des graves erreurs, c'est de regarder les graphiques de manière individuelle, l'euro contre le dollar. Si tu utilises des indicateurs techniques tels que les oscillateurs, si tu mets un RSI, si tu mets un stochastique, si tu mets un MACD, si tu mets un Fibonacci, il va t'analyser ce qu'il y a sur ce graphique. Si tu mets un Fibonacci, si tu mets un RSI sur un euro-dollar, il va t'analyser la force de cette paire. Donc généralement, c'est en utilisant des moyennes mobiles, en utilisant certaines périodes. Il va t'analyser les 15 dernières périodes, pour une moyenne mobile les 50 dernières périodes, les 100 dernières périodes, on crée justement une moyenne avec différentes mathématiques, différents calculs, différentes équations, voilà, mathématiques, et t'en sortir une formule, aussi simple que ça. Maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est justement utiliser le pouvoir des corrélations. Lorsqu'on va regarder l'euro contre le dollar, on ne va pas simplement regarder ce que fait l'euro uniquement contre le dollar, mais ce que fait l'euro contre toutes les autres devises majeures et ce que fait le dollar contre toutes les autres devises majeures. Pourquoi? Parce que l'euro peut être fort contre le dollar, ça je l'explique
c'est vraiment la base du trading. L'euro peut être fort contre le dollar, mais c'est parce que le dollar est extrêmement faible, alors que l'euro est également faible. Et je vais vous montrer un exemple ici très concret. On a ici un sterling yen. Si on ouvre les graphiques, on voit très bien que le sterling yen descend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit le yen est fort, ou soit le sterling est faible. Bien, généralement, les débutants, qu'est-ce qu'ils font? Ils en concluent toujours de l'effet de la devise de base. Donc on va dire si le sterling yen descend, ça veut dire que le sterling est faible. Comme on peut le voir ici, le sterling n'est pas faible, il est fort. Il suffit de l'ouvrir contre les autres devises et on va voir que s'il est à 1.5, c'est qu'il est positif, c'est qu'il est assez fort. Mais le sterling yen ne descend pas parce que le sterling est fort, mais c'est parce que le yen est extrêmement fort, ce qui fait que le sterling est faible. Le sterling yen ne descend pas parce que le sterling est faible, mais parce que le yen est extrêmement fort, beaucoup plus fort que le sterling. Ce qui fait que le sterling n'est pas faible, mais il est juste plus faible que le yen. Et ça, c'est un principe qui est extrêmement important. Je vais le répéter un petit peu, beaucoup plus simplement. Ici, quand on voit une paire qui descend, on en conclut généralement quand on est débutant, c'est parce que la devise de base est faible. Et ce cas nous montre très clairement, le sterling étant à 1.5, que le sterling n'est pas faible, il est positif. Le sterling yen descend parce que le yen est extrêmement fort. Et ça, c'est vraiment une erreur de base de vouloir trader cette paire alors que le sterling est également fort. Ce qui fait que s'il continue de se renforcer, on va avoir de gros retracements. Par contre, ici, voilà, le dollar yen descend parce que le dollar est faible et parce que le yen est fort. Imaginez-vous de vouloir, par exemple, parier. Je sais que j'aime pas vraiment, moi, j'ai jamais joué dans les jeux de casino ou vraiment dans les paris sportifs ou quoi, mais on va faire juste pour avoir une analogie pour que vous puissiez comprendre de manière très très simple. Imaginez-vous par exemple que vous vouliez parier sur une équipe et on va dire on va parier sur Barcelone parce qu'on aime cette équipe. Eh bien, vaut-il mieux parier sur Barcelone contre une petite équipe qui a perdu ses 5 derniers matchs, qui est en bas du classement, ou contre le deuxième, disons par exemple le Real Madrid? Eh bien, on a plus de chances d'avoir un Barcelone qui va gagner contre le Real Madrid statistiquement ou contre une équipe qui est dans les 3 derniers du tableau. Eh bien, une équipe très forte comme Barcelone a beaucoup plus de chances de gagner contre une équipe très faible plutôt contre une autre équipe forte qui peut-être va être un peu moins forte, un peu plus bas sur le tableau. Eh bien, c'est exactement la même chose. Sauf que dans les paris sportifs, tout le monde le sait, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a différentes cotes. C'est pour ça que parier, par exemple, Barcelone contre une équipe qui est tout à la fin du tableau va peut-être rapporter moins que parier contre Barcelone, contre le deuxième ou le troisième, qui sont peut-être un peu plus égaux dans leur performance. Par contre, sur le trading, ce n'est pas le cas. On a autant d'opportunités, on peut ouvrir le même volume et prendre le même nombre de points dans n'importe quelle des paires. Donc pourquoi choisir la mauvaise paire plutôt que choisir une devise forte contre une devise faible? Et donc, pour répondre à la première raison qui fait que vous avez une mauvaise analyse technique, c'est que parfois on se focalise sur une mauvaise paire pour de mauvaises raisons. On va avoir un RSI qui va nous montrer quelque chose, alors que les indicateurs en pleine tendance, ils ne servent à rien du tout. Vous allez avoir un RSI qui va descendre en dessous de 20. Par contre, la paire de devises va continuer de descendre et le RSI va descendre en dessous de 10 et puis en dessous de 5. Pareil pour le stochastique, il va se recroiser et redescendre. Croyez-moi, je l'ai utilisé pendant des années, même avec des paramètres qui étaient spécifiques, des paramètres plus longs. Et d'une manière générale, quand on arrive à rentrer dans une tendance, on est toujours à essayer de prendre le reversal et on finit toujours par se faire piéger. Donc, qu'est-ce que le scanner apporte? Il apporte le fait de ne pas regarder une devise contre une autre devise dans une seule paire, mais une devise dans sa globalité. Grâce à l'indicateur Power, je sais que quelle est la meilleure paire maintenant à regarder? Bien, ça va être le dollar yen qui ont le plus grand écart, ici moins 5 à plus 7, ou même le CAD yen. Est-ce que l'euro yen est intéressant? Moins parce que l'euro est à 0, donc il est très indécis, il est sideways. Et la pire des paires, ça va être un CAD, un dollar CAD par exemple, parce qu'ils sont tous les deux faibles, un AUD CAD, un Australian dollar parce qu'ils sont tous les deux faibles, ou un New Zealand yen parce qu'ils sont tous les deux forts, par exemple. Ou un sterling yen parce qu'ils sont tous les deux forts. Regardez, on va regarder ça ensemble. L'Australian yen, une devise faible contre une devise forte.
On a ici une bonne tendance, opportunité. Je vais revenir sur les lock candles et sur le reste de l'analyse technique. Mais là, on a également une devise qui continue, qui a fait un petit retracement, mais qui continue à taper des plus bas. Allons voir un euro-yen, avec un euro qui est à 0, qui est sideways. Qu'est-ce qu'on a ici? Il va sur des plus bas, mais regardez ici l'indécision, d'accord? Cette indécision, malheureusement, on a la chance que le yen a continué de se renforcer, mais si ça continuait dans un range, on reste bloqué pendant des jours. Et plus on reste bloqué, plus on a l'opportunité qu'on termine la phase de public participation et qu'on rentre dans la phase de distribution et qu'on se prenne un grand renversement dans la figure. Et maintenant, une mauvaise paire contre le yen, on a dit le New Zealand. Donc, allons voir notre New Zealand yen. Et là, comme on peut le voir, le yen est extrêmement fort. Il est vraiment très strong across the board. Mais comme vous pouvez le voir, les résistances montent un peu. Et on prend le risque que le New Zealand continue de se renforcer. Et dans ce cas, on va se retrouver soit dans un range, soit dans un renversement. Donc, grâce à l'indicateur Power, on sait directement, comme je le répète souvent, ce qu'il faut trader et ce qu'il ne faut pas trader. On sait qu'on a une opportunité sur le yen, on sait qu'on a une très bonne opportunité sur le dollar qui est à -5, mais on sait surtout qu'on ne va pas perdre notre temps à regarder le suisse, l'euro par exemple, qui sont à 0. En plus de ça, on y rajoute le matrix, parce qu'on sait maintenant qu'une devise forte a pu se renforcer d'un coup. Elle était peut-être à 0. Donc le fait que le yen ici dans son historique était très fort, il continue et il se renforce, il est maintenant à 7, mais qu'il est resté fort durant toute la durée ici de l'indicateur matrix, est une confirmation que la tendance est valide. Regardez le dollar par contre, il est à -5, il vient à peine de s'affaiblir, il était bloqué à 0, il était même en positif durant la durée du matrix indicateur. C'est une confirmation additionnelle que le yen est plus intéressant que le dollar. Il me suffit de cliquer ici sur le dollar pour changer immédiatement toutes les paires. Et nous allons donc confirmer visuellement sur les graphiques pourquoi le yen est plus intéressant que le dollar. Regardons ici le sterling, par exemple, qui est à 1,5. Le New Zealand est à 2. Donc, allons voir le New Zealand. Voilà la confirmation visuelle du fait que le dollar était fort avant d'être faible. Gros renversement, un énorme V ici, un gap au milieu qui nous montre qu'on est en phase de renversement. La grande phase de renversement peut être considérée comme une phase d'accumulation. On vient à peine de taper ici les plus hauts, donc c'est encore trop tôt. Confirmons également avec une autre paire, le sterling, encore une fois, gros renversement. Alors que nous cherchons une corrélation entre la tendance long terme et la tendance court terme que nous n'avons absolument pas parce que la tendance long terme est une tendance baissière contre une tendance haussière. Regardez comment c'est facile, très très facilement. J'ai immédiatement une première confirmation sur les devises intéressantes contre les devises inintéressantes. J'ai la double confirmation avec l'indicateur matrix du fait que cette devise est intéressante à court terme, mais maintenant elle est intéressante à long terme contre les devises qui sont inintéressantes à long terme. Troisièmement, je confirme chacune des paires de devises individuellement avec la méthode des 5 étoiles. La méthode des 5 étoiles m'amène à la deuxième raison qui fait que vous n'êtes toujours pas rentable, que vous n'avez toujours pas de succès. Nous avons dit la première raison, c'est une mauvaise stratégie. Maintenant, on a une stratégie qui nous montre à travers différents niveaux d'indicateurs power, matrix et graphique, comment analyser les marchés correctement, savoir ce qu'il faut trader, savoir ce qu'il ne faut pas trader. Maintenant, le deuxième, c'est là le manque de discipline et le manque de consistance. Le manque de discipline, il peut venir à cause de quoi? Être influencé par des fondamentaux, un NFP, des nouvelles qu'on regarde, choisir la mauvaise paire, le fait d'avoir tellement de paires d'être confus, un jour sauter sur l'or, le lendemain sauter sur les devises, le surlendemain sauter sur les indices. Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir une discipline d'acier? Cette discipline, elle vient du fait que tout est organisé. Vous pouvez voir toutes les analyses que j'ai effectuées depuis toujours. Elles suivent toutes le même objectif. L'objectif étant de choisir le ou les bons baskets à ouvrir ici dans le simulateur et par la suite les convertir en réel dans l'objectif de fermer le plus tôt possible dans la journée ou même en quelques jours nos baskets en profit. Et donc on commence avec quoi? On commence à faire une analyse du power. Extrêmement simple.
On oublie les 0, les 0,5, les moins 0,5. On regarde de manière absolue les chiffres les plus gros, c'est-à-dire les plus gros en positif ou en négatif, et on commence à faire un tour de table. Lorsqu'on a un yen, par exemple ici qui est à plus 7, si on avait des plus 4, des plus 3, des plus 2, le fait qu'il y en ait beaucoup qui sont fortes, le yen n'est pas intéressant. Parce qu'on va avoir beaucoup de devises fortes contre d'autres devises fortes. Dans ce cas, le yen ne serait pas strong across the board. Si on avait un dollar à moins 5 et beaucoup d'autres à moins 3, comme c'est le cas ici, ben ça nous fait un dollar qui est inintéressant, même si son matrix était intéressant. On aurait un dollar qui est faible contre d'autres devises sideways, telles que le franc suisse, telles que l'euro, et d'autres devises également faibles contre le CAD et l'AUD. Ce qui fait qu'on a un dollar qu'on annule contre l'australienne, contre le CAD, contre le franc suisse, contre l'euro. Il nous reste que 3 devises. Ce qui fait que dans le meilleur des cas, on ne peut ouvrir que 3 paires de devises. Contre un yen qui potentiellement est intéressant, contre 1, 2 et 3 également. Par contre, il a le matrix en historique qui est absolument parfait. Et il atteint un statut beaucoup plus fort de manière absolue parce qu'il est à 7 contre un chiffre absolu de 5 contre le dollar. Donc déjà, on sait ce qu'il ne faut pas trader et on sait également si on a l'opportunité de trader plusieurs paires. Et je sais que ça vous est arrivé, c'était vraiment l'une de mes plus grandes confusions, on va dire, que je regardais un très bon euro-dollar, un très bon sterling, peut-être il y avait un sterling yen, je ne savais pas quoi choisir entre les deux. Et le temps que tu passes à hésiter, eh ben c'est un peu l'âne qui a soif et qui a faim, qui hésite entre les deux et qui finit par mourir. Pourquoi? Parce qu'on hésite, on avait un bon momentum, on a passé 1 heure à hésiter et puis ensuite il y a un mouvement additionnel qui se prend, on dit bon bah c'est pas grave, je choisis celle-là, mais on a déjà perdu 30 points qu'on aurait pu prendre en notre faveur. Ce n'est pas qu'il faut se précipiter, c'est qu'il y a un moment pour tout. Il vaut mieux ne pas trader plutôt que de trader trop tôt, mais il vaut également ne pas trader plutôt que de trader trop tard. Si on sent qu'il y a un momentum, on sent que le breakout est sur le point de se passer, on hésite, puis le breakout s'est passé, il y a eu 50 points, ben là, il vaut mieux laisser de côté. Et donc, la consistance et la discipline vient de ça. On commence à analyser le power, on le confirme avec l'indicateur matrix, puis on passe dans les graphiques. Et dans les graphiques, on a un système à 5 étoiles que je répète souvent. Première étoile, on regarde la tendance long terme et court terme. La tendance long terme, est-ce qu'elle match, est-ce qu'elle est corrélée avec la tendance long terme? Ici, non. Donc, 0. La première étoile, on ne la donne pas. La deuxième étoile, on regarde les supports et les résistances. Est-ce qu'ils sont bien alignés dans une tendance haussière? Est-ce qu'ils se suivent bien consécutivement à la hausse? Ici, bien, on peut voir le premier support, non. La première résistance, non. Et également la troisième et la quatrième résistance continuent de descendre. Donc encore deuxième étoile, 0, on ne la donne pas. Ça nous fait 0 sur 2. Même chose pour les locks. Est-ce que les locks candle, les chandelles cadenas, est-ce qu'elles sont respectées? La première, non, parce que regardez, les prix redescendent plus bas. La deuxième, non. La troisième, oui. Et la quatrième, on va dire plus ou moins. Mais bon, c'est quand même un 0 pointé parce qu'on a déjà 2 locks sur 4 qui ne sont pas bonnes. Ça nous fait 0 étoile sur 3. On a regardé la tendance long terme, on a regardé les supports et les résistances, on a regardé la lock. La GMT7, est-ce qu'elle est dans le sens de la tendance? Non, ici c'est une petite Marubozu qui vient faire un engulfing ici des 2 chandelles précédentes. Quatrième étoile, non. Cinquième étoile, breakout, on est sur un breakout, donc 1 étoile sur 5. Est-ce que vous voulez trader une paire de devises qui a 1 étoile sur 5? Bien sûr que non. On commence à considérer quelque chose d'intéressant à partir de 3 étoiles. Maintenant, à l'opposé, on va aller sur notre yen. Et on va choisir, par exemple, bon, le dollar yen, il est vraiment aux opposés, mais on va regarder le CAD yen et on va regarder le dollar yen. Tendance long terme face à tendance court terme. On est déjà bien sur des plus bas. On était quand même ici sur une petite tendance baissière, ici. Là, on était un peu sur une tendance haussière, mais d'une manière générale, on a tapé un plus haut, on a bien renversé. On va lui donner l'étoile. Support et résistance. Les résistances, regardez comme elles descendent toutes de manière régulière, et les supports également. On a 2 étoiles. Cette première lock a été respectée, les prix ne viennent pas taper plus haut que l'ouverture dans une tendance baissière. Deuxième lock, elle est respectée, les prix viennent taper le milieu. Troisième lock est absolument respectée, la quatrième lock est absolument respectée. Ça nous fait 3 étoiles. Quatrième toile, la GMT7, elle est dans le sens de la tendance. On est dans une tendance baissière et là, on a une petite inverted hammer ici, d'accord? Parce qu'il est dans une tendance baissière, ce qui fait qu'on a une confirmation et on devrait avoir un breakout additionnel. On est sur des plus bas. Donc déjà, on a la quatrième étoile de la GMT7. On est sur des plus bas, on est en train de faire un breakout du range.
On a notre 5e étoile et on est même sur les plus bas des graphiques. Ici, ça fait l'étoile additionnelle bonus. Donc, on est sur plus de 5 étoiles. On est sur du 6 étoiles sur 5. La 6e étoile, la petite dernière, c'est juste en bonus. C'est qu'on peut avoir des breakouts parfois qui arrivent au milieu des graphiques. Mais là, quand on traverse le graphique également dans son entièreté, ça nous donne un petit bonus additionnel de faire bouger les graphiques qu'on aime bien. On va continuer. On avait quoi? Voilà, l'australienne. Ici, bon, si on a une grosse tendance haussière, on ne lui la donne pas. Là, si vraiment on ne veut pas être généreux, on donne 0,5 étoiles parce qu'on est quand même plat. On n'a pas une tendance baissière. Si on avait une forte tendance baissière à long terme, moi, je lui donne quand même. Pourquoi? Parce qu'on est bien plus bas. On a vraiment passé les supports ici de la tendance à long terme. Donc, je lui donne la première étoile. Support et résistance alignés, je lui donne la deuxième étoile. La première lock, elle est respectée au millimètre près. Regardez comment ça rebondit. La deuxième lock ici, on est juste un peu plus haut que l'ouverture. Donc, ça va. La troisième lock, elle n'est pas respectée. La quatrième lock l'est, la GMT7, elle est un petit peu indécise. Donc déjà, support et résistance, je lui donne la deuxième étoile. Les locks, je lui donne une demi-étoile parce que là, ils sont très bien respectés. Mais celui-là, par contre, il a fait un gros retracement. Au pire, je ne lui donne pas l'étoile, même à cause de ce retracement. La GMT7, je lui la donne, même si elle a un petit peu une doji, elle finit quand même en baissière. On est sur des plus bas, on fait bouger les graphiques. Ça nous fait quoi? Une, tendance à long terme. Deux, support et résistance. Lock, je ne lui la donne pas. GMT7, je lui la donne 3 étoiles. Breakout, 4 étoiles. Étoile bonus, sur les plus bas des graphiques, 5 étoiles. On continue. Le CAD, on l'a fait. Le franc suisse est à 0. L'euro, malheureusement, est à 0. Le New Zealand est à plus 2. Et le dollar également, pareil. Les supports et les résistances, regardez, ils sont un peu proches, mais ils continuent de descendre. C'est pas grave. Donc, on lui donne l'étoile. Celle-là, elle a été un petit peu breakée. Celle-là est respectée, la lock. Celle-là également a fait un gros retracement. On ne peut pas lui donner. Mais là, on repart de plus belle. Encore une fois, on a une GMT7 dans le sens de la tendance. Donc, on est encore sur du 1 étoile, 2 étoiles. Les locks, on ne lui donne pas. 3 étoiles, la GMT7. Breakout qui s'est passé 4e étoile. On est sur les plus bas des graphiques, étoile bonus. Si on avait ça que sur une paire, ça serait déjà pas mal. Mais le fait qu'on l'ait de manière corrélée sur une paire le dollar-yen, 2 paires le CAD-yen et 3 paires l'australienne-yen, regardez en ce moment-là où je vous parle, le nouveau breakout est en train de se passer, eh bien ça nous donne une triple confirmation que on a un yen fort contre 3 devises faibles, avec une corrélation, une confirmation du matrix. D'un point de vue statistique, on est en train de mettre de nombreuses chances de notre côté. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à respecter notre discipline. Si maintenant, comment je peux avoir une mauvaise discipline si j'ouvre mes graphiques, j'ai un power qui n'est pas intéressant, j'ai un matrix qui n'est pas intéressant, j'ai 1 ou 2 étoiles sur 5 et je vais quand même ouvrir une position. Pourquoi je devrais l'ouvrir ? C'est pour ça que c'est tellement facile quand il y en a qui m'envoient des messages et il me dit « Ah, qu'est-ce que tu penses du sterling yen, il est pas mal ?» Le sterling, il est positif, le yen, il est positif. Déjà, je ne regarde même pas les graphiques. Ça n'a rien à voir avec de la discipline. On a un système ici qui n'est pas respecté. C'est pour cette raison que c'est très facile d'avoir une discipline lorsqu'on a un système qui est carré. Et c'est ainsi que je réponds au deuxième point. Le troisième point, c'est la partie du money et risk management. Parfois, on est trop excité, on a envie de trop en faire, on s'enflamme. Donc, quand on a des périodes de profit, on les ouvre avec un petit volume et par la suite, on s'excite, on trade avec des gros volumes, on se prend des gros retracements et on commence à avoir peur d'avoir des gros drawdowns et on ferme. Alors qu'en fait, la stratégie était toujours la même, c'est juste qu'on a overtradé. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on a rajouté toute cette partie ici ? D'avoir un risque qui est fixe, si on le met à 5%, si on met notre reward à 2%, si on met notre risque à 1%, on le laisse, on le met ici dans les paramètres et on le laisse. Après, je le dis toujours et je le répète, lorsqu'on a envie de faire du compounding et qu'on a commencé à multiplier des comptes, on est capable de risquer 50%, on fait ce qu'on veut, mais on risque notre profit. Et il n'y a rien de plus facile que de risquer son profit. C'est-à-dire que si on avait un compte de 1000 $, qu'on l'a passé à 2000 $, si on a envie de risquer 500 $, dans le pire des cas, on a risqué 50% de son profit. Il ne faut pas s'amuser et jeter l'argent par les fenêtres et risquer tout le profit qu'on a mis peut-être 3 mois et le griller en un jour. Mais il faut savoir prendre des plus gros risques pour avoir des plus gros rewards. Et donc le volume également, le volume il est fixe. On entre un volume, c'est pas « Ah, ce CAD-yen, je le sens bien, j'ouvre un lot et lui, j'ouvre 0,1 lot ». On perd tout le pouvoir de la corrélation.
en ayant des volumes différents. Non, le pouvoir du basket trading, c'est d'ouvrir un basket de différentes paires de devises avec les mêmes volumes. Et c'est ainsi qu'on a une stratégie qui est bonne, qui fait ses preuves, une discipline avec un système qui nous montre quand trader, quand ne pas trader, quelle paire trader ou quelle devise trader et quelle devise ne pas trader. Et enfin, un risque et un money management strict avec des paramètres ici qui sont entrés, qui nous font fermer nos positions, soit dans un profit ou dans une perte fixée. Et je terminerai comme j'ai commencé en vous disant que c'est un système qui fait ses preuves avec des performances qui peuvent être, par exemple ici, de 1150%. C'est les live trading que je partage. Transformer un compte 2000 en 12 000 $ de manière très agressive avec un drawdown de 10% seulement et atteindre plus de 1000% et des performances mensuelles qui peuvent aller de 5 à plus de 100%. Une autre performance un peu plus conservatrice qui est quand même de 200% avec des performances également mensuelles ici qui sont plus que correctes. Je vous partagerai, vous le savez, également des comptes avec des performances bien plus conservatrices parce que plus les montants sont élevés, mais comme en grande majorité, je sais que ceux qui m'envoient des messages trade avec des comptes qui sont à moins de 2000, 3000 $. C'est pour cette raison que je pense que je réponds à la majorité d'entre vous en vous montrant des comptes avec des balances où vous souhaitez voir de la performance agressive. Par contre, quand on commence à faire de la gestion et trader des comptes à 100 000 $, bien sûr qu'on ne va pas essayer de faire du 1000% en quelques mois. Même quelque chose entre les 2, 3, 4% mensuels, ça commence déjà à être très 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 intéressant parce qu'on le sait que l'objectif dans la gestion, c'est déjà d'avoir quelque chose à plus de 15%, ce qui est déjà considéré comme modéré. Avoir un objectif à entre 30 et 50%, c'est déjà extraordinaire. Croyez-moi, je vous l'expliquerai au fil des vidéos parce que plus les montants montent, plus il faut faire attention à l'exécution, au volume, à l'effet de levier, au slippage. Il y a de nombreux paramètres. On ne peut pas trader de la même manière avec un compte à 1000 $ qu'un compte avec 1 million de $. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager un maximum pour référencer et faire grandir la chaîne. Je sais qu'on est également, je vois de nombreux commentaires, de nombreux partages, ce qui me fait extrêmement plaisir. Je vous invite également à télécharger le scanner qui est disponible gratuitement les 5 premiers jours. Ceux qui veulent prendre une licence, bienvenue à vous et je vous retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.